Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série HO. Le film d'aujourd'hui s'appelle Bird Box. Il est réalisé par Susanna Bier. Il est disponible sur Netflix depuis le 12 novembre 2018 et nous en avons parlé de Netflix. Et je l'ai vu à la télévision donc et en version française. Je suis fort aise de vous retrouver. Il y a des jours comme ça où ça fait plaisir de reprendre le podcast. Je suis bien content que vous m'écoutiez et on va pas perdre de temps en salabalek. Alors Bird Box, ça a été un petit phénomène à sa sortie sur Netflix. Parce que tout simplement, a priori, il aurait plutôt bien marché. Je dis a priori parce que c'est difficile à évaluer la réussite d'un film sur Netflix. Netflix, la fameuse plateforme de streaming, comme tout le monde le sait. En fait, pour calculer le succès d'un film sur Netflix, a priori au niveau journalistique, ils prennent le nombre d'abonnés qui ont mis le film dans leur playlist, chose qu'ils devraient a priori regarder. Donc quand le film est rajouté à la playlist, on estime qu'il a été vu. Dans le cas de Bird Box, a priori il y aurait eu 45 millions de personnes qui l'auraient mis dans la playlist, ce qui en échelle de streaming est un très gros succès. Alors je dis serait parce que Netflix pose de toutes nouvelles questions en termes de cinéma. Comme je viens de vous le dire, les gens l'ajoutent à la playlist, donc comment savoir s'ils l'ont regardé un petit peu en entier jusqu'au bout, c'est plus difficile à évaluer. Et pour l'instant, Netflix n'a pas sorti de statistiques à ce niveau-là, et je pense que ce ne sera pas possible, puisqu'il y a une certaine forme de respect de la vie privée. Donc vous voyez, on est dans quelque chose de relativement flou. Mais ça pose des questions intéressantes, du coup, cette position de Netflix. C'est intéressant pour les grosses productions, notamment de films, parce que les ventes de films à Netflix, ça garantit une somme fixe d'entrée. Netflix paye un droit de diffusion extrêmement élevé pour l'avoir en liberté tout de suite sur le site de streaming. Le film, une fois sur le site de streaming, il est foutu pour l'exploitation en salle, donc autant dire qu'ils doivent bien donner de l'argent, ça doit être relativement élevé. Et c'est de l'argent garanti, tout de suite, le film sort, boum, on vous donne les thunes. Là où une sortie cinéma est toujours un risque. Il y a toujours la possibilité que le film se vautre, qu'il sorte pas à la bonne date, qu'il soit pas bon, que le public n'aime pas. Il y a plein de raisons qui font qu'un film fonctionne pas au cinéma. Et des fois, le film est très bon, la distribution est nickel, la pub aussi, et il rencontre toujours pas le succès, voire même ça peut être un échec terrible. Ça arrive. C'est rare, hein, c'est plus rare maintenant avec la maîtrise du marketing actuel, notamment de la maîtrise virale. Quand on voit le marketing sur Avengers Endgame qui va sortir à l'heure où je vous parle dans quelques jours, le film est garanti d'être un succès, hein. Là, aucun doute là-dessus, au-delà du fait que c'est la fin d'une série de 11 films et blablabla, c'est garanti. Mais ça arrive parfois que ça ne marche pas malgré toute cette grosse machinerie. On maîtrise pas toujours tous les éléments. En plus, les grosses prods, elles ont toujours de plus en plus de films à sortir. Donc, mais le problème, c'est quand les sortir. Surtout quand, techniquement, on a des blockbusters tous les 2 mois quasiment désormais. Des films qui drainent une très très grosse partie du public sur les grosses journées de sortie, le mercredi et les premiers week-ends, samedi, dimanche, qui sont en général le thermomètre de réussite d'un film. Si vous le savez pas, si vous voulez connaître grosso modo l'idée d'un film, comment un film va fonctionner, sauf très grosse surprise, en général, le premier week-end d'un film indique vraiment comment il va marcher. Vous prenez ce premier week-end et vous le multipliez sur 1 mois et demi, 2 mois, selon ses capacités d'exploitation. Parfois c'est beaucoup moins, parfois c'est beaucoup plus. Et vous avez grosso modo un chiffre relativement réaliste de ce que va faire le film. C'est assez impressionnant à quel point c'est vrai. Et en l'occurrence, quand vous avez des blockbusters qui sortent tous les 2 mois, vous savez que il vaut mieux vous caser dans la zone creuse si vous n'avez pas un gros char d'assaut à mettre en face. Un film à Oscar, un film avec un acteur très très bankable, vous voyez, des choses comme ça qui sont vraiment là. Je parle vraiment en termes de marketing pur, ce qui fait qu'un film marche ou pas, que les gens ont envie de payer leur billet et d'y aller. Donc, ces sorties de blockbusters, quasi régulières, c'est une concurrence qui écrase la majorité des films. Il faut en avoir conscience. Il n'y a pas de la place pour tout le monde, quoi. Et c'est du coup, ça met beaucoup de doutes sur une sortie cinéma. Et donc, à cet endroit-là, Netflix a une super place. Ou le streaming en général, toutes les plateformes de streaming qui vont, comme Netflix, mettre de l'argent dans les longs-métrages. Si j'ai bien entendu dernièrement, il y a Hulu qui va s'y mettre aussi, et peut-être même la plateforme de streaming de Disney qui va bientôt sortir et qui devrait, qui est peut-être déjà en marche, je ne sais pas, je crois pas, et qui a déjà prévu des séries basées sur les trucs Avengers. Eux, ils vont tâter le terrain, ça se voit, pour éventuellement carrément faire des longs-métrages directement sur leur plateforme de streaming. Pour justement se garantir encore plus des revenus, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est clairement une forme d'avenir de l'audiovisuel, le streaming payant. On est juste à son gros commencement là. Et du coup, on a aussi en face de ça un autre problème, c'est que Netflix en même temps, c'est le danger de voir les spectateurs fuir les cinémas pour le confort de la maison.
Euh, le cinéma reste une possibilité de plus grande rentabilité pour les productions autour des films. Mais, par exemple, de quintupler la mise. Je donne un exemple. Captain Marvel vient de dépasser le milliard. Bon, bah voilà, le film a coûté, je crois, si je dis pas de bêtises, 200 millions de dollars. Et il en a déjà rapporté 1 milliard. Donc ça vous donne une échelle d'idée. Ça le fait bien, quand un film cartonne au cinéma, c'est plaisant tout de même. Et les services de streaming sont clairement pas prêts à acheter des films aussi chers. C'est forcément quelque part des films... Ce qu'achètent Netflix et toutes les plateformes de streaming sont quelque part des catalogues, je dirais, secondaires. Je mets de gros guillemets, mais c'est ça. Pour vous donner l'exemple précis, j'ai pas encore les chiffres, mais perso, je pense que les films au-delà de 60 millions d'euros de budget, donc ce qui est grosso modo ce qu'ils vont demander 120 millions à Netflix pour être diffusés, plus encore des sous sur un pourcentage de vues et de gens qui les mettent dans leur playlist et genre de calcul un peu tordu comme ça, bah, ça va rester trop cher pour le rentabiliser sur du streaming. Bird Box a coûté 20 millions de budget, pour information. C'est typiquement le genre de film, à mon avis, qui est quelque part bien placé pour le streaming actuel, a priori. 20 millions, je pense qu'il n'y a pas de problème, Netflix le met, et n'a pas peur de se trouer dans les abonnements avec, sachant que Sandra Bullock est une actrice relativement bankable aux États-Unis toujours, et qu'elle vend plutôt bien. La preuve, c'est qu'ils ont fait ils ont fait Ocean's 8, pardon, Océan 8, la fameuse version féminine spin-off des Ocean's 11 de Soderbergh avec toute la bande à George Clooney et tout ça, Brad Pitt et tout. Et ils l'ont vendu pas mal sur elle et sur... c'est pas Gwyneth Paltrow, zut. Sur une actrice extrêmement connue dont le nom ne me revient pas, qui joue Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux, qui jouait Ella dans le dernier Thor Ragnarok... et qui s'appelle... ça me revient pas. Bon, vous voyez l'actrice, j'imagine. Désolé. Tout ça pour dire... Donc une actrice sur laquelle on peut compter pour faire du chiffre. Donc pour revenir sur le point de départ de ce que je vous disais, là on est dans des genres de budget, a priori 20 millions, ça doit être... On doit pas être loin du plafond de ce que peut acheter un film Netflix. Ils vont pas donner 20 millions, ils vont donner genre 60 millions, vous voyez, ils font gagner du bénéfice à la boîte de production, sinon pourquoi faire et ensuite, la boîte de production doit aussi toucher des thunes, comme je disais, sur les gens qui mettent le film sur la playlist et ainsi de suite. Donc tout ça pour dire, c'est pas les giga blockbusters, ils vont aller au cinéma, ça y a aucun doute. Alors personnellement, je pense que même s'il y a une possibilité que le public fuit un peu le cinéma et un peu plus sur les plateformes de streaming, je pense que c'est surtout une question esthétique pour l'instant. Le cinéma, enfin entre guillemets esthétique, le cinéma permet une ampleur que la télé diminue toujours pour l'instant. Je suis d'accord, on a des plus grands écrans à la maison, des 5.1, on peut avoir de sacrées installations audiovisuelles, et faire des projecteurs carrément chez soi. Mais la taille de l'écran de cinéma, grosso modo 2 étages d'immeuble, je caricature, le niveau de volume sonore qui est celui d'équivalent d'une salle de concert, et la présence du public, qui est aussi un indicateur social toujours intéressant, les gens rigolent ou pas, vous voyez, ça vous donne une idée de ce que vous regardez, c'est toujours très intéressant d'avoir une expérience sociale autour d'un film, et puis j'en rajoute à peine, mais je peux évoquer aussi les pop-corn, tout ce qui fait un peu sortie, tout ce qui fait un peu événement, tout ce qui fait un peu week-end, tout ce qui fait entertainment populaire, et quelque part accessible mais haut de gamme, vous voyez ce que je veux dire? Ça reste une place sociale très forte et je ne vois pas le cinéma au jour d'aujourd'hui perdre cette place sociale, notamment quand je vois l'engouement autour de projets très très forts comme ceux de Captain Marvel, enfin en prenant l'exemple vraiment Mouse des films du Marvel Cinematic Universe, mais je trouve qu'il y a encore ce truc dans le cinéma pour l'instant. Là je prends vraiment le côté le plus, on va dire, populaire, l'argument le plus populiste, mais c'est aussi clairement esthétique et artistique parce qu'il y a une ampleur dans le grand écran, dans l'image de cinéma qui est vraiment autre. Pour la petite parenthèse, moi je pense que le cinéma a encore de belles années parce que cette expérience sociale-là, elle est inimitable chez soi, je pense. Mais je ne vais pas sous-estimer les évolutions technologiques. On a déjà du streaming live de plus en plus commun à partir de téléphones. La VR, c'est-à-dire la réalité virtuelle, est toujours plus populaire et Internet de plus en plus rapide. Alors, qui sait? Peut-être que demain, on aura des expériences de streaming de films en direct live avec les acteurs, machin truc, commentés. Enfin, on pourra voir le film de 12 manières différentes directement à sa sortie. Donc, je pense que le cinéma va quand même devoir évoluer dans ses formes et dans ses évolutions. Je donne un exemple tout bête. Il n'y avait pas autant de bonus sur la plupart des films blockbusters il y a grosso modo 20 ans. Le Seigneur des Anneaux a vraiment explosé les choses en donnant énormément d'importance aux
au making-of et à plein de choses en dessous, parce que le film avait cette ampleur-là, parce qu'il y avait l'univers de Tolkien. Mais sinon, c'est devenu un truc... Maintenant, c'est devenu un argument marketing pour vendre des Blu-ray, avec des coffrets Steelbook et tout ça. On n'avait pas encore ce travail-là autour des films. On vendait le film. Maintenant, il faut une valeur ajoutée. C'est simplement pour vous donner une idée d'à quel point l'expérience sociale a augmenté. C'est aussi grâce, entre guillemets, aux gens qui font du streaming de vidéos comme moi, qui parlent sur Internet de cinéma. Alors moi, à mon niveau microscopique, mais vous comprenez ce que je veux dire. Des gens comme Durandal et tout ça, ils n'auraient pas autant d'infos s'il n'y avait pas autant de making-of et de choses à choper sur Internet, en bonus de DVD, de Blu-ray, ainsi de suite. Ça donne de l'alimentation culturelle aussi. On cherche ça maintenant, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui le partagent. Donc voilà, tout ça pour dire, c'est un exemple parmi d'autres que les évolutions techniques vont forcément changer les choses. Et il est tout à fait possible que dans, allez, on va dire 30-40 ans, je pense pas avant, mais peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je suis pessimiste, le cinéma périclite complètement et qu'on en soit complètement passé à autre chose, à des films en réalité augmentée, à des choses qui vont beaucoup plus intéresser le jeune public et donc par définition transformer la culture du cinéma, peut-être même jusqu'à la rendre secondaire et plutôt proposer des histoires narratives en réalité augmentée, avec des choix multiples et plein de choses comme ça, de l'interaction, pour faire autre chose, mais qui par définition vont prendre de la place sur le domaine du cinéma. Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais vous comprenez, les questions très intéressantes couvrent, excusez-moi, les plateformes de streaming du type de Netflix. Et j'en reparlerai dans d'autres vidéos parce que c'est très intéressant. J'avais entendu parler du fameux... pour vous donner une échelle d'idée, oui, j'avais pas pris ça en note, mais je vais faire court. Il y a beaucoup de festivals encore au jour d'aujourd'hui, internationaux, qui refusent de diffuser des films Netflix pensant que ça tue le cinéma. Ce qui est très intéressant comme réaction. Je pense très sincèrement que ça va pas durer longtemps parce que y a des films extraordinaires qui sortent. Déjà, il y a Roma de Alfonso Cuarón, que je n'ai pas vu malheureusement, je sais, je suis un impie, un infidèle, mais si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire que ça vaut le coup, mais je suis sûr que ça vaut le coup, donc je le verrai à l'occasion. Et je vous en parlerai probablement, qui a donc gagné des prix, bien qu'il était au départ persona non grata sur Netflix. Pareil pour Okiya de Bong Joon-ho, qui était au départ snobé par les festivals, et là, comme par hasard cette année, son film Parasite, donc son film suivant, est reçu dans les festivals, et il a tout, et je crois il est pas sur Netflix, mais vous voyez ce que je veux dire, les réalisateurs, ils vont faire les films là où ils peuvent les faire, et à un moment donné, il va y avoir un éclatement de ces barrières-là, j'en suis convaincu. Mais c'est simplement pour vous donner, il y a une vraie résistance autour de l'arrivée comme ça massive du streaming qui va venir ponctionner des films de cinéma a priori. Okiya, Annihilation par exemple, c'est des films qui méritaient largement Annihilation, pardon, mon accent anglais est horrible donc je préfère traduire, pas vous laisser dans le flou. Ce sont des films qui clairement pouvaient soutenir l'ampleur d'une salle de cinéma et qui ne l'ont pas eu. Parce que voilà, pour différentes raisons, c'était pas finançable, les boîtes de production ne voulaient pas les diffuser, ou alors on a proposé des ponts d'or aux réalisateurs, quelles que soient les raisons. C'est des films qui n'ont pas fait le pas vers les salles de cinéma, en tout cas la distribution classique, ils sont d'abord sortis sur des plateformes de streaming, et ils posent donc la question de la nécessité des salles de cinéma. Mais en fait, comme je vous l'ai dit, l'expérience sociale pour moi préserve le cinéma d'une éventuelle de péricliter dans au moins les 20-30 ans. Ma génération va encore aller au cinéma, par exemple. Peut-être que la génération de mes neveux, qui a 20 ans de moins que moi, oui, je suis un vieux machin, hein, que les choses soient bien dites, en l'occurrence, mais va peut-être aller vers autre chose. Mais pour l'instant, je pense que le cinéma a encore une bonne place, sociale notamment, et esthétique, à mon avis. Et donc, après cette introduction interminable, Bird Box, qui a donc a priori été un succès, comme je l'ai dit. Je ne l'ai vu que dernièrement. Il se trouve que la réalisatrice Susanna Bier est une grande réalisatrice, mais je la connais pas. Mais alors, pas du tout. Elle a eu un Oscar du film étranger, elle est souvent dans des jurys de grands films, mais j'ai pas vu un de ses films, un seul. Par contre, aucun doute, vu comme elle est périclitée, périclitée, n'importe quoi, vu comme elle est... oh là là, le mot me vient pas. Encensée. Là, le mot est un peu fort parce que je trouve pas exactement ce que je veux dire. Vu comme on la défend et qu'on en parle d'elle, j'ai aucun doute sur ses qualités de réalisatrice et qu'il y a beaucoup de qualités du film, donc de Bird Box, qui viennent d'elle. Parce que la mise en scène est vraiment intéressante. Mais je ne pourrais pas parler plus de ça de Susanna Bier. Si vous connaissez bien son cinéma et que vous voulez me conseiller des films d'elle, je serais très curieux d'en voir. Parce que Bird Box, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, mais je vais vous en parler plus clairement. Par contre, je fais juste un petit arrêt sur le scénariste qui s'appelle Eric Heisserer, qui commence à être connu, notamment parce qu'il a d'abord fait des films, des remakes de films d'horreur ratés, comme Freddy, le remake de Freddy, le remake de The Thing, qui sont des films, discutables, quoi. Il a fait aussi le discutable Lights Out, que moi, perso, j'ai bien aimé, je vous en ai déjà parlé dans un précédent podcast, mais qui est critiqué à juste titre, mais je trouvais que le film était plutôt bien, le scénario, je le trouvais correct. Et puis, il a fait surtout le très bon scénario de Arrive,
Arrival de Denis Villeneuve, que je vous conseille de voir, qui est un vrai bon film, intelligent, peut-être un peu intellectuel, d'invasion extraterrestre, mais qui est très bien. Je vous conseille de le voir. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, moi, perso. J'en ferai un podcast à l'occasion, hein. C'est quasiment acquis. Il faudra que j'y revienne, il faudra que je le remate plus en détail. Denis Villeneuve, ce qu'il fait, c'est plutôt costaud. Donc il faut que je mate un peu plus. C'est peut-être le genre des cinéastes qui, je regarde, je comprends pas tout de suite ce qu'ils font. Donc il faut que je taffe là-dessus. Et je reviendrai avec une meilleure copie. Veuillez m'en excuser, j'ai pas encore fait mes devoirs. Donc voilà. Et puis Eric Heisserer, donc ce scénariste, a aussi bossé sur Extinction et Hours, des films que je n'ai pas vus, donc je n'en parlerai pas. Et donc Bird Box. Et là, clairement, je trouve le scénario très bon. Mais j'y reviendrai. Pour moi, c'est un scénariste qui devient intéressant. J'ai trouvé Arrival vraiment bien en termes de scénario, vraiment très bien. Et là, je trouve que Bird Box aussi, c'est un mec qui fait de très beaux progrès. Alors, le fait est que son prochain projet, ce serait un reboot de Van Helsing. J'ai pas détesté le Van Helsing de Stephen Sommers avec Hugh Jackman, mais c'était pas non plus un chef-d'œuvre absolu, c'était juste un petit plaisir coupable de cinéma de genre, je pense. Film tout à fait sympathique, hein. Assez drôle par moment d'ailleurs, parce que assez très inégal, comme les films de Stephen Sommers, quoi. Bien agité, mais assez inégal. Bref, je ferme la parenthèse. Et donc, il est en train d'écrire un reboot. Bah écoutez, pourquoi pas, voyons ce que ça donne. Mais avant d'aller plus loin, on va se faire un petit pitch de Bird Box. Mallory est une artiste désabusée qui vit seule depuis l'annonce de sa grossesse et le départ du géniteur. Alors que sa sœur vient la voir pour l'accompagner à une échographie, sur la route du retour à l'hôpital, toute la ville semble basculer dans la folie. Les suicides s'enchaînent les uns à la suite des autres pour déboucher sur des catastrophes et un état de panique généralisé. Mallory réussit à se réfugier dans une maison où ils sont déjà quelques-uns à s'être réfugiés. Très vite, la situation empirant à l'extérieur, les décisions sont prises de ne plus laisser entrer personne et de calfeutrer les fenêtres. Car, en effet, une information relayée par les médias affirme déjà qu'il s'agit d'une attaque perpétrée par des créatures invisibles qu'il suffirait de voir pour automatiquement, sans pouvoir y résister, se suicider. Alors, je vais pas spoiler parce que ce film met très vite sa situation principale en jeu et l'explore. Est-ce qu'il le fait de manière simple pour autant? Et est-ce que c'est simple à faire? Non. J'ai vu beaucoup de films dernièrement de peur qui, de manière diverse et variée, contournaient la situation de base pour des résultats discutables comme Us, dont j'ai sorti la critique dernièrement. Je vous y renvoie si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé. Mais pour vous faire la version courte, je trouvais qu'ils avaient une super idée de base que le film abandonne beaucoup trop vite, et c'est dommage. J'ai trouvé ça dommage. Et j'ai aussi vu le remake de Cimetière, dont je vais sortir une critique bientôt, et qui met entre guillemets tellement de temps à mettre en place sa situation dans le bon sens du terme pour finalement pas en faire grand chose. Et là dernièrement j'ai encore vu un autre cas d'école plutôt intéressant, c'est la malédiction de la Dame Blanche, la malédiction de la Llorona, qui met plutôt bien tout en place pour finalement complètement se dégonfler sur la fin. C'est un film assez étrange, mais ça ressemble un peu à toute la série des spin-offs de The Conjuring. J'y reviendrai, vous savez, La Nonne, Annabelle et tout ça, Annabelle Origins et tout le bordel. Je ferai un blog sur tous ces films-là ensemble, parce que je pense que ça vaut pas le coup de faire un blog par film, là, les problèmes sont trop cousins. J'y reviendrai à l'occasion. Donc tout ça pour dire, mettre une situation en place vite et de manière efficace, c'est pas évident. Beaucoup de films se gaufrent. Ici, on est très vite dans un film de huis clos et de panique, face à une menace extrêmement létale et invisible. Et le film insiste, je trouve, là-dessus, et c'est une grande qualité du film. C'est un film catastrophe assumé. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une situation qui... Plus le film avance, plus on a vraiment la sensation qu'elle devient désespérée. Et en ce sens, le scénario est vraiment intelligent. Il développe des personnages sans faire de fioriture, mais je trouve qu'ils sont justes. Globalement, le groupe dans la maison est bien vu. Alors je vais un peu déflorer le casting, mais j'y reviendrai, hein. John Malkovich en vieux acariâtre et aigri, eh ben, il fait le taf. On le déteste, mais la situation est si désespérée que ça devient vite compréhensible. Tom, c'est un peu le black, il y a un personnage qui s'appelle Tom, qui est un peu le black gentil et leader, avec un bon fond, qui contraste bien avec Malkovich et le personnage de Mallory,
mais il fait des erreurs qui tuent d'autres personnes dans la maison, hein, ce qui rajoute encore à la situation désespérée. Bref, je vais pas faire tout, mais vous avez pas mal de personnages plus secondaires, mais qui sont pour le coup bien écrits. Le geek, qui en connaît plus sur la situation, parce que voilà, il était en train d'écrire un truc là-dessus, comme par hasard, vous voyez. Le technicien sceptique, la flic procédurière, hein, qui est bien sûr dépassée par la situation, le camé branleur flippé, qui flippe de tout, la femme enceinte naïve, la vieille sage et infirmière, etc., etc. Donc c'est des personnages secondaires juste à la limite du cliché, mais je trouve que le film va assez vite pour qu'on n'ait pas à se rendre compte qu'ils sont parfois pas développés, mais qu'ils ont une place qui fonctionne, tout simplement. Ils ont chacun une interaction qui est cohérente. L'écriture est bonne. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un film où les réactions des personnages sont au bon moment et elles sont justes. Par défaut, il y a beaucoup de films d'horreur où les personnages sont incrédules trop longtemps, ou ont des réactions inappropriées. Je vous donne l'exemple de Cimetière, je ferai la critique prochainement, mais le papa, à un moment donné, de la famille, sort une citation biblique, ça tombe de nulle part, où il évoque quelque part une citation biblique, ça tombe de nulle part. Le mec avait dit qu'il était athée jusque-là, d'où vient son retournement, on sait pas. Vous voyez le genre, quoi. C'est des genres de trous où on sait que il n'y a aucun doute sur le fait que les réalisateurs et les scénaristes ne savaient pas ce qu'ils voulaient raconter, où ils l'ont tellement mal raconté qu'à un moment donné, ils avaient besoin d'un twist, ils mettent ça, et le film avance vers la suite. Ce qui rend le film complètement creux de A à Z. C'est très dur de faire tenir cette tension, ce lien dans un film de peur fantastique, entre quelque chose de vraisemblable et quelque chose de tendu et de réellement flippant. Si c'est trop vraisemblable, on n'arrive pas à y croire. Et si c'est trop ouvertement fantastique, et ça veut trop ouvertement faire peur, pareil, on n'arrive pas à augmenter, on n'arrive pas à faire déboucher la peur vers l'angoisse. Et c'est là où ça devient vraiment jouissif, pas facile à regarder, hein, et à subir, mais c'est là où le film devient vraiment bon, c'est quand le film de peur arrive à aller vers l'angoisse. Et un film apocalyptique désespéré, normalement, devrait ramener le spectateur vers de l'angoisse. Ce que je trouve ici plutôt opérationnel. Je trouve que la réaction de tous les personnages se comprend face à la dégradation de la situation. Au début, les décisions sont collectives, la décision est collective de s'entraider, de collaborer, de rationner la nourriture, etc. Puis il y a des tentatives de prise d'information par rapport à la menace, et du coup la dégradation de la situation est encore plus forte. Du coup, la peur augmente et crée une sorte d'immobilisme, évidemment, jusqu'à ce que les problèmes de rationnement augmentent encore plus la peur, et du coup que ça force à prendre encore plus de risques pour chercher ne serait-ce que de la bouffe. Évidemment, ça provoque encore plus de dégradation de la situation, etc. etc. Du coup, l'émiettement des relations est logique. La peur, c'est de la place à l'angoisse, qui provoque des réactions, des désirs de fuite, de violence, etc., etc. Et là, je trouve que le film est assez inattaquable. Je trouve que ça va logiquement. Ça va vite. C'est clair que tous les personnages ne sont pas développés, donc je peux entendre qu'on n'ait pas forcément adhéré à la situation autant que moi, mais je reviendrai dans ma conclusion là-dessus, pourquoi moi j'ai autant adhéré. Il y a peut-être aussi un petit effet, un petit hiatus, un petit truc qui m'est personnel actuellement, et qui fait que je suis particulièrement touché par cette histoire, mais j'y reviendrai plus tard. Oui, suspense. Je deviens très doué pour ça. Je sais, je blague. On enchaîne. Mais je trouve que du coup, cet émiettement des relations est logique et il est bien amené, sans compter que le film présente assez rapidement une menace humaine vraiment inquiétante et mystérieuse qui enfonce encore la situation. Je veux pas trop spoiler, je vais en parler un petit peu après, mais j'aimerais vraiment pas spoiler ce film-là. Et il faut ajouter à ça la grossesse de Mallory, notre personnage principal, joué par Sandra Bullock évidemment, et évidemment ça crée du coup un croisement de tension qui est déjà très sympa, puisque dans une situation aussi désespérée, notre personnage principal est enceinte jusqu'aux dents. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, je ne l'ai pas évoqué dans le pitch, mais c'est pas fini puisque le film croise cette mise en scène, cette mise en place avec une histoire visiblement plus tardive de Mallory, qui accompagnée de 2 enfants, un garçon et une fille, doit visiblement descendre une rivière, les yeux bandés. Alors ils sont tous les yeux bandés, elle et les enfants. Pour éviter la créature, hein, visiblement ils n'ont pas le droit de c'est pas qu'ils n'ont pas le droit, s'ils la regardent ils meurent, mais aussi des humains qui, eux, peuvent regarder. Je vous laisse découvrir pourquoi et comment ils sont. Je ne veux pas déflorer. Donc, autant dire que cette partie de l'histoire réserve aussi sa part de tension, hein, puisqu'elle doit se balader dans la forêt, je vous caricature, descendre un fleuve en bateau, avec les yeux bandés. Je vous spoile rien, parce qu'on le voit très tôt dans le film. Hein. Tout ça pour dire, c'est les éléments d'un bon scénario.
c'est les éléments d'un bon scénario. Des personnages plutôt bien développés, qu'ils soient secondaires ou tertiaires, une intrigue et une mise en place qui se détériore petit à petit dans une situation apocalyptique, et ça c'est vraiment bien fait parce que c'est graduel. Plus ça avance, on a des réflexes logiques. Ah oui, mais ils devraient faire ça, les personnages le font, mais ça merde. Ah bon, alors ils pourraient peut-être faire ça, ils le font, mais ça merde, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Ils nous emmènent vraiment logiquement à être désespérés avec eux, et ça c'est le signe d'un bon scénario bien écrit. Et le croisement des tensions avec les différentes situations, plus la situation qui se passe plus tard, évidemment, comme tous les personnages sont dans la maison et qui sont plus nombreux, et que cette histoire croisée avec, où on voit Sandra Bullock plus tard, où elle-même est tout seule avec les 2 enfants, on se demande ce qui arrive aux autres. Hein, et évidemment, on n'est pas très optimiste. Plus la situation se détériore dans la maison, moins on croit que eux, ils sont restés là-bas et qu'elle est partie. Hein. C'est un petit peu pas trop ce qu'on commence à croire. Donc voilà, le croisement des tensions fonctionne, sachant qu'évidemment, se balader les yeux bandés dans un monde hostile, donc dans une plus ou moins forêt, sur un bateau avec des gosses, mais en plus avec visiblement une menace humaine qui elle peut regarder, autant vous dire que très très vite l'augmentation des tensions, le croisement des tensions que j'adore et qui pour moi est une qualité incroyable de scénario de cinéma et que je trouve trop peu utilisé, et bien là dans ce film je trouve que ça fonctionne vraiment bien et que ça s'accumule bien. Donc voilà, c'est un vrai bon scénar, c'est bien écrit et c'est bien raconté aussi, mais je reviendrai sur la mise en scène après. J'insiste parce que le casting en parallèle du bon scénar fait le taf. Alors il fait le taf sans plus, il faut vraiment pas que j'en rajoute. Sandra Bullock, qui est sur le retour actuellement, je parlais de Ocean's 8 avant. Alors je suis obligé de faire une parenthèse sur Ocean's 8 et sur Sandra Bullock actuellement. A priori, elle aurait eu des problèmes d'allergie sur le tournage de Ocean's 8 et son visage est très raide par moment. Très raide. Elle a les joues, on dirait qu'elle a les joues dures et raides. Donc je ne sais pas si c'est des problèmes de chirurgie esthétique, peut-être que c'est un cliché dans ma tête d'acteur et d'actrice, mais en l'occurrence, je trouve qu'elle a vraiment un souci au visage. Hein. Ça gêne pas trop son jeu, mais par moments, je me dis, mais je pense qu'elle joue des personnages monolithiques parce qu'elle peut plus trop bouger le visage et faire des grands... Vous voyez, Sandra Bullock, si vous l'avez connue dans les années 90, c'était une actrice qui est très expressive. Donc là, elle est devenue quasi monolithique, et ça fait déjà le 2e film de suite, donc Ocean's 8 et celui-là, où je trouve que, elle a un jeu quasi, voilà, elle a une expression, je caricature à peine. Est-ce qu'elle fait exprès de jouer des personnages comme ça parce qu'elle a un souci de santé ou qu'elle a une chirurgie esthétique qui a foiré? J'en sais rien. En tout cas, c'est bizarre. Alors, ça gêne pas trop dans ce film, parce que je trouve qu'elle est crédible. Elle est crédible quand elle angoisse face à des situations. Elle est crédible en femme qui bataille avec sa maternité, puisque c'est le thème principal du film, vous allez vite le comprendre. C'est une prestation sans génie, mais elle est impeccable. Même si le personnage n'a pas toujours évident à comprendre, on comprend qu'elle a un problème avec la maternité et que c'est expliqué un peu de manière émiettée, notamment dans le rapport avec sa sœur. Notamment, elle dit à un moment que ses parents étaient séparés, blabla, son père est un con. Je vous dévoile pas grand-chose, hein, parce que le film dit pas grand-chose au final là-dessus. Et du coup, je comprends qu'on puisse trouver pas ça très convaincant pour expliquer qu'elle a une résistance telle à une grossesse et au fait de devenir mère. Surtout face à une situation apocalyptique. Mais vous allez voir que le film, à ce niveau-là, est assez cohérent. Puisque ça devrait lui provoquer de l'espoir ou du désespoir de mettre un enfant au monde dans une situation plus fortement, ce serait plus logique. Or, elle a un certain rapport à cette situation qui est un peu trop distancié par moments, notamment dans la première partie, je trouve. Après, voilà, la détérioration de la situation, on voit quand même qu'elle-même, elle est quand même affectée de plus en plus, donc ce que je dis est à modérer. Et quelque part, le film décide tellement de rester flou sur les motivations de Mallory, quelque part, par moment, et de se concentrer sur les actes, pour expliquer ce que fait Mallory, que ça a un double effet. Perso, je trouve que c'est une bonne idée parce que elle est parfois une sorte de mère qui se bouge le cul, qui est comme ça complètement dans l'action, dans la protection de son enfant, son bébé à venir, et puis parfois c'est une mère, une génitrice complètement froide, ce qui donne quelque part un personnage complexe qui correspond au jeu très monolithique de Bullock désormais, comme je disais. Comme j'évoquais avant le problème de casting. Mais en même temps, ça donne aussi un point faible au film, c'est qu'on a peut-être du mal à s'attacher à elle. Ça met un peu de temps, peut-être. C'est peut-être un des points faibles du film, puisque les personnages vont les situations vont très vite, on n'a pas trop le temps de s'attacher au personnage, et comme elle, c'est quand même le personnage principal, clairement, de l'histoire, c'est un peu dommage d'avoir été un peu long, ou de ne pas avoir essayé de trouver dans l'écriture un moment un peu plus séminal. Bon, encore une fois, je trouve que c'est un défaut qui a aussi sa qualité. L'action avance et on a vraiment cette sensation d'être pris dans une situation et de ne pas avoir ces fameux temps d'arrêt dans l'angoisse, juste pour que le personnage ait le temps de s'expliquer. Les personnages sont sous tension, ils ont peut-être pas envie de raconter leur vie et c'est assez logique, je trouve.
Je continue sur le casting. John Malkovich, comme je disais, fait vraiment bien le taf. Bon, vous connaissez John Malkovich, hein. Vous connaissez pas John Malkovich, allez voir sa filmographie, il a fait plein de films incroyables. Moi, mon film préféré avec John Malkovich, c'est Les Liaisons dangereuses de Jonathan Demme, où je trouve qu'il est incroyable dans le rôle de Valmont. C'est un rôle extraordinaire avec Glenn Close, ils sont incroyables dans ce film. Bref, si vous avez jamais vu Les Liaisons dangereuses, allez voir Les Liaisons dangereuses, c'est vachement bien, de Jonathan Demme. Et si vous voyez Les Liaisons dangereuses de Jonathan Demme, évidemment, allez voir en parallèle la version de Milos Forman qui s'appelle Valmont avec Colin Firth notamment, qui est très bien aussi. Je préfère Les Liaisons dangereuses, mais quitte à en voir, autant voir l'autre. Je ferme la parenthèse, sinon on va encore prendre 15 ans pour faire cette critique et j'ai un peu envie de mettre 15 ans. J'ai envie d'être efficace et que ça bouge, hein les copains. Soyez avec moi, encouragez-moi. Donc voilà. Donc John Malkovich, qui fait le taf en vieux cynique et réac, c'est un personnage simple mais je trouve complexe et parfaitement interprété. Ensuite, le reste du casting, c'est des acteurs de série B qui sont tous bons. Je souligne simplement la performance de Trevante Rhodes dans le rôle de Tom, qui est bon et efficace dans ce rôle archétypal de soldat, héros, positif et généreux, malgré la situation. Pour la petite parenthèse, ça fait beaucoup d'erreurs, il fait beaucoup d'erreurs dans le film qui tue les gens, donc je trouve que c'est cohérent. Il est trop gentil pour cette situation, donc vous allez voir que le film insiste pas là-dessus, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent à cause un peu de lui, vous verrez. Le film insiste pas là-dessus parce qu'il est charismatique et que les gens comptent sur lui, mais quand même, je trouve ça cohérent qu'un type, quand on est aussi généreux et positif dans une situation aussi gravissime, le manque de pragmatisme dans ce genre de situation, à mon avis, ça coûte des vies. Surtout quand la situation est aussi grave et tendue. À un moment donné, il faut être plus froid que ça. Et du coup, ça donne ce truc, voilà, il crée des effets vous allez voir, ses décisions à lui créent des effets de cascade, vous verrez, c'est assez intéressant. Et le film n'insiste pas là-dessus, c'est juste à laisser à l'appréhension du spectateur, chose que j'apprécie pour le coup, dans un film qui pourrait, dans sa forme, être très démonstratif, et il ne l'est pas. Donc voilà, sa survie quelque part est quand même assez improbable, hein, parce que dans un film qui insiste vraiment sur la vraisemblance, mais j'y reviendrai plus tard. Être aussi gentil dans une situation pareille, bon, ça se discute. On a aussi Sarah Paulson, hein, que vous connaissez certainement à cause de American Horror Story, qui est impeccable comme d'habitude dans le rôle de la sœur de Sandra Bullock. Rosa Salazar, la Alita, hein, du film Alita Battle Angel, dont j'ai fait une critique dernièrement, je vous y renvoie, qui joue ici dans un second rôle de flic, comme ça, un peu rude et qui est vite dépassé par la situation, et je la trouve très bien. Bref, le casting est vraiment bon globalement, excusez-moi, encore une fois soutenu par un bon scénario, et donc une bonne mise en scène de Susanna Bier. Oui, parce que la mise en scène hésite pas sur le gore, et en même temps, elle sait mettre en place des tensions. Bier fait du très bon taf pour obtenir une vraisemblance des acteurs, hein. Elle fait vraiment de la bonne gestion de son casting d'abord triple A, hein, bien sûr, avec John Malkovich et Sandra Bullock, Trevante Rhodes qui dans le groupe fait bien le taf en tant qu'acteur de série B, mais comme c'est plutôt un casting de série B globalement, elle les dirige vraiment bien. Quand il s'agit d'interpréter de la folie, de l'angoisse, de la peur, elle est vraiment restituée au bon moment, avec la bonne mesure. Et en parallèle de ça, le choix du gore est très efficace, hein. Les cadavres et les plans extérieurs de la maison qui indiquent le temps qui passe et la détérioration des cadres augmentent subtilement le désespoir. Ça vraiment c'est du très bon taf. Moi ça m'a beaucoup plu ce travail sur l'extérieur de la maison. Alors d'un côté on pourrait se dire c'est dommage parce qu'ils n'ont pas le droit de regarder dehors, donc on aurait pu faire un huis clos, hein, en termes de mise en scène où on voit jamais l'extérieur, où ce serait le retour à l'extérieur serait comme une bouffée d'air frais pour le spectateur, et en fait on se rendrait compte que non, que c'est encore plus terrifiant de sortir. J'aurais aimé que l'extérieur soit un ennemi, mais le film va au-delà de ça et choisit donc cette alternance où quand on voit l'extérieur, ça augmente l'angoisse du spectateur, et ça c'est cool. Finalement c'est une meilleure idée que d'avoir été un peu académiste et de se dire bon écoutez, ils sont obligés de rester dedans, on voit leur point de vue, ils sont dedans, ils sont bloqués dedans. Non, on voit l'extérieur de la maison plusieurs fois, les rues, et c'est au bon moment. Quand à chaque fois que la situation se détériore et devient de plus en plus dangereuse, de plus en plus désespérée, boum, on voit un plan extérieur, et là on a des cadavres et des choses, et c'est bien sale. Je vous laisse découvrir, hein. Âme sensible, s'abstenir parce que ça va loin. Même si personnellement j'aurais préféré avoir une mise en place de ce que du point de vue des personnages et de ce qu'ils ne voient pas, parce que voilà, ça aurait pu être super sympa de voir des personnages qui ont les yeux bandés, avoir des séquences entières basées essentiellement sur le son, ça aurait été plus cool dans un tel contexte, ils ont pas le droit de regarder. Je comprends le choix, hein, de varier le thème de l'absence de menaces visibles, en utilisant le hors-champ, l'invisibilité, donc le fait de ne pas voir, hein, tout simplement, le camouflage, avec les feuilles qui brouillent l'image, mais qui sont aussi qui révèlent aussi la position de la bête, vous verrez comment.
les vues subjectives sur les bandeaux qui reviennent régulièrement, la voix off démoniaque et ainsi de suite, je spoile pas, vous verrez, etc. etc. Donc ça varie et ça amuse plus le regard. C'est moins risqué pour lasser le grand public, lasser l'œil et lasser le grand public, tout simplement. Moi, aussi bien le mien moi, je suis plutôt grand public, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Même un œil plus aiguisé va apprécier, je pense, d'être un peu plus sollicité, d'avoir un peu plus de variété. Mais du coup, c'est aussi moins tendu, forcément. Il faut imaginer des séquences entières où on ne voit pas la menace, on joue beaucoup sur l'urgent, on joue que sur du son, ça devient vite flippant et ça fait monter l'angoisse. Mais je comprends qu'elle ait choisi cette variété et je trouve que le film arrive malgré tout à être très angoissant. Je fais juste un petit point sans spoiler la menace. Le film a été critiqué sur ce point parce que il n'a pas été assez clair sur la menace, sur ce qu'elle est, ce qu'est cette menace. Personnellement, j'aime beaucoup le manque de définition de la menace parce que je trouve que ça augmente l'angoisse. Parce que sans définition précise, il n'y a pas moyen de savoir s'il y a possibilité de changer la situation. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'ai failli faire un spoil, mais je le ferai pas. Je vous laisse découvrir le film. Moi, perso, j'ai aimé ça. J'ai aimé ce manque de définition, ce contour, ce truc. On nous explique un peu ce c'est, on commence à comprendre un peu ce c'est, mais en même temps, on ne nous le dit pas tout à fait. Ça serait quelque chose qui a été évoqué dans plein de cultures, ok. C'est pas vraiment biblique non plus, puisque ça a l'air d'être une créature, d'être un être. Enfin bref, donc ça me plaît beaucoup, ce flou-là, et on arrive à un moment donné avec une séquence assez flippante où un personnage a grosso modo une autre vision des images, notamment du personnage, je veux pas dire comment, et ça m'a beaucoup plu ça m'a beaucoup plu de voir ça, et qu'on soit encore une sorte de... Qu'est-ce que c'est? Parce que oui, pour conclure, j'ai beaucoup aimé Bird Box, j'ai vraiment beaucoup aimé Bird Box. Le film m'a mis en tension, beaucoup à ma première vision, et encore bien à ma deuxième vision. J'ai trouvé ce film angoissant par la situation toujours de plus en plus désespérée, comme je disais. À chaque erreur ou tentative, les personnages chaque tentative, il y a des erreurs, c'est une erreur entre guillemets, et les personnages sont punis. C'est vraiment désespérant. La menace semble omnisciente et intouchable. Les réactions des personnages sont vraisemblables et cohérentes. Et donc ça augmente les problèmes, le côté désespérant et le côté angoissant. Le casting fait bien le taf, allié à une mise en scène efficace. Pour moi, c'est un vrai bon film de peur qui gère bien les effets et les tensions. C'est vraiment un film plaisant et en même temps, il propose de la profondeur. Même si, comme je disais avant, il y a des limites de style, le film reste vraisemblable de bout en bout pour concrétiser la menace. Ce qui, du coup, fonctionne quasi tout le film, mais étire un peu trop, je trouve, la conclusion, puisque le propos est résolu grosso modo 5 minutes avant la fin, et on a après 5 minutes de trop, peut-être. Alors j'en rajoute. Ah, excusez-moi, mon micro déconne, mais je vais finir bientôt, donc on va continuer quand même comme ça. J'espère que ça vous dérangera pas trop à l'écoute. Je trouve qu'on a quelque part 5 minutes de trop, parce que la situation principale est résolue. Et pour moi, on rajoute quelque part des éléments qui sont déjà réglés avant. Mais je veux pas spoiler. Je trouve que ça étire un petit peu trop la fin, ce désir d'être vraisemblable de bout en bout, et de pas seulement résoudre la situation d'un point de vue, on va dire, psychologique, mais bien d'un point de vue concret. Oui, je suis obligé de faire une petite parenthèse ici, la plupart des films de peur qui fonctionnent sont des métaphores, hein. Donc du coup, quand le débat intérieur du personnage a été bien développé et résolu, le film se finit. En général, on fait en sorte que le climax et la résolution émotionnelle du personnage se rejoignent. Ça fait des films assez académiques, hein, mais ça fait aussi des films qui, pour le coup, ont un sens de plénitude. On nous a raconté quelque chose de profond. On nous a pas simplement raconté une anecdote, aussi terrifiante soit-elle, dans la vie de quelqu'un, ou d'un groupe de personnes, ou quoi que ce soit. On nous a raconté une étape très importante de la vie de quelqu'un. Et ça ne peut être le cas que si le débat interne du personnage a été clair et qu'il a été à un moment donné bien développé et qu'il se conclut. Et je trouve qu'il se conclut bien. J'aime beaucoup la manière dont le film conclut le débat interne du personnage de Mallory, puisque c'est le personnage principal, mais le film dure encore après et je trouve que c'était pas quelque part nécessaire. Encore une fois, Suzanne Abir a choisi cette balance constante entre métaphore et vraisemblance qui rend l'histoire désespérante, et peut-être qu'en changeant la fin, elle aurait quelque part trop métaphorisé son propos, ce que je peux comprendre tout à fait, hein. Donc c'est un peu une limite, mais de mon point de vue, regardez Bird Box. C'est vraiment bien Bird Box. Dans les films j'ai vu pas mal de films de peur au cinéma dernièrement, notamment Cimetière et La Dame Blanche. Je mets pas Us dans le groupe parce que Us a plein de qualités, donc j'étais un peu dur dans ma critique, mais il a plein de qualités. Par contre, Cimetière ou La Dame Blanche,
regardez plutôt Bird Box dans ce cas-là, parce que Bird Box c'est intéressant. Restez chez vous quoi. Je reviendrai là-dessus, j'ai spoilé complètement mes critiques qui vont arriver de ces films-là, mais c'est pas grave, tant pis. Je mets un tout petit bémol. Peut-être que le sujet... alors oui, non c'est pas un bémol, c'est quelque chose que je voulais évoquer avant. Je sais qu'il y a pas mal de critiques qui sont restées un peu froides sur Bird Box, donc je suis obligé de modérer un petit peu mon point de vue, de mettre un petit peu d'eau dans mon vin, et il faut que j'admette une chose. Le sujet principal de Bird Box, c'est donc le rapport à la parentalité, et il se trouve que, avec des enfants en bas âge, il se trouve que ma fille a 1 an et demi, voilà. Donc forcément, le sujet, que je le veuille ou pas, il est plus tendu chez moi, il est plus... Je suis dans la période où j'ai ce rapport de protection, de complications avec l'enfant, comment l'éduquer bien, comment être là trop présent, mais pas trop, pour la laisser faire ses expériences, se développer aussi. Et dès le plus jeune âge, ces choses-là arrivent. Comment l'encourager sans lui faire trop sentir mes angoisses, sachant qu'elle les sentira forcément. Trouver cette bonne balance, vous voyez ce que je veux dire, entre encouragement et tension, et ainsi de suite. Donc vous comprenez l'idée, c'est des questions qui me touchent beaucoup. Résultat, avoir un personnage qui est confronté à une grossesse, à la parentalité dans une situation désespérée et apocalyptique, forcément, que je le veuille ou non, malgré tout mon recul, malgré toute mon explication du film, ça me touche un peu. Ça rajoute ce petit pourcentage en plus qui fait peut-être que Bird Box me touche plus maintenant, qu'il ne me touchera dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas. C'est tout à fait possible. Je ne pense pas que ça enlève des qualités à la critique que je viens de faire, mais je suis obligé de mettre ce bémol parce que j'ai lu beaucoup de critiques du film, et j'ai vu beaucoup de critiques du film, et je dois constater que c'est un peu partagé. Les gens sont un peu plus mi-figue mi-raisin que moi. Je reste malgré tout catégorique sur ce que je viens de vous dire. Vous n'avez pas vu Bird Box? Matez Bird Box, c'est vachement bien. C'est vraiment vachement bien. Ça a des défauts, mais ça a plein de qualités, et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film apocalyptique aussi désespéré, aussi tendu. J'ai passé un super moment de Bird Box, et j'ai aimé ce qu'on m'a raconté. Voilà. Je vais pas aller plus là, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebooker, liker, tout et tout, c'est super cool. Surtout donnez-moi vos avis, c'est ça qui m'intéresse le plus et qui me nourrit le plus, c'est échanger avec vous. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui me suivent et qui me suivent depuis un moment, c'est un vrai bonheur pour moi, merci du fond du cœur. Je suis extrêmement touché et ça me fait vachement plaisir de voir que ça vous plaît. On se retrouve bientôt pour une nouvelle critique de HO, il y en aura pas mal prochainement, on continue, et je vous remercie encore beaucoup les amis, et à bientôt pour une nouvelle critique de HO. Ciao ciao.